Et on a affaire à une situation sans précédent et je pense que chaque jour qui passe renforce cette hypothèse parce que les partenaires potentiels sont bien persuadés que c'est une occasion à saisir, qui ne se représentera pas pour mettre un terme, si vous voulez, à l'exercice du pouvoir du Premier ministre Netanyahou. Et on va parler politique à présent. Comme chaque lundi, on va faire un tour d'horizon de l'actualité politique israélienne. Dans un instant, avec bien entendu les pourparlers en vue de la formation du prochain gouvernement. Comme nous l'avons vu, il y a une certaine avancée dans ces pourparlers. De gros progrès ont été enregistrés avec visiblement un gouvernement qui sera de tête. D'un côté, le président du parti Yemina, Naftali Bennett, et de l'autre côté, Yair Lapid du parti Yesh Atid, gouvernement de rotation et qui commencerait visiblement, selon en tout cas les informations que nous possédons, qui commencerait avec Naftali Bennett en premier et ensuite qui serait rejoint donc par Yair Lapid. Mais pour en parler tout de suite et pour faire le tour d'horizon de cette actualité politique, nous sommes ce matin avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Alors, on essaye d'expliquer justement, on en parlait beaucoup aujourd'hui, de ce gouvernement qui se dessine, un gouvernement d'union nationale entre Naftali Bennett et Yair Lapid. Mais avant d'arriver quand même à la création de ce gouvernement, il y a quand même plusieurs obstacles à surmonter. Oui, à peu près une dizaine d'obstacles. Je ne sais pas si on aura le temps de les énumérer, mais depuis la remise du mandat à Yair Lapid, le 5 mai dernier, pour former ce gouvernement, puisque le mandat de Netanyahou a expiré la veille, eh bien, on a vu d'abord, premier obstacle, il s'agit d'une véritable course contre la montre. En principe, les futurs partenaires se sont donné une semaine pour arriver à former ce gouvernement et pour ne pas manquer cette occasion comme une sorte de fenêtre d'opportunité et surtout essayer de ne pas dans ces négociations, ne pas se perdre dans des détails, des discussions trop précises sur, si vous voulez, les portefeuilles ministériels. Il n'empêche qu'on a commencé il y a quelques jours, à la fin de la semaine dernière, cette négociation marathon qui se poursuit nuit et jour. Ça, c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est d'éviter d'autres démissions et, défections dans les rangs de Yamina. Puisque évidemment après celle de Amichai Shikli qui a refusé de voter pour un tel gouvernement la semaine dernière, ça pourrait mettre en danger tout le projet. Alors troisième obstacle, c'est savoir ignorer l'opposition parlementaire qui est déjà menée, on peut le dire, même si c'est pas encore officiel, par Netanyahou, avec des manifestations qui ont déjà commencé devant le domicile, c'était le cas hier soir, de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked pour protester contre leur nouvelle orientation, soi-disant. Et puis, quatrième obstacle, éviter un pugilat, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la répartition des ministères qu'on appelle idéologiques, notamment les ministères les plus convoités à ce titre sont celui de l'éducation nationale et aussi celui de l'intérieur qui pourrait aller vers Meretz, en tout cas aux travaillistes, et cette polémique pourrait faire capoter l'ensemble de l'édifice si notamment à gauche on se montrait trop exigeant. D'ailleurs, Lapid hier s'est montré assez habile en ne dénonçant pas les exigences qui sont tout de même assez fortes par rapport à leur position future dans le gouvernement des deux partis de gauche. Alors, il y a un autre obstacle intéressant, c'est mettre au point un mécanisme gouvernemental de parité entre la droite, le centre et la gauche. C'est pas très facile. On a vu qu'est-ce qu'il en a été lors du gouvernement Likoud Parti bleu-blanc. Et donc là, il faudra que les négociateurs fassent preuve d'imagination pour mettre au point un système de ce genre pour un gouvernement d'union. Sixième obstacle, éviter à tout prix tout débat aux polémiques idéologiques. Donc, il faut mettre, c'est ce qu'on disait à l'instant, il faut mettre de côté tous les dossiers les plus brûlants, notamment la fameuse loi tellement appelée de ses voeux par Israël Beitenou et aussi par Yair Lapid
de l'enrôlement des jeunes étudiants religieux dans Tsahal, un sujet qui ne peut pas être abordé pour l'instant. Et puis, septième obstacle, évidemment, et on l'a vu hier, il faut savoir intégrer et gérer les revendications du parti arabe Ra'am de Mansour Abbas, qui sont surtout des revendications économiques et financières pour budgétiser les infrastructures dans le secteur arabe et la construction d'écoles, et puis mettre fin à la violence dans ce secteur. Enfin, les derniers obstacles, il faut pour tous les négociateurs agir avec finesse pour tout ce qui a trait au judaïsme et à la place de la religion, au rapport entre laïcs et religieux en Israël, et pas seulement pour le problème de l'armée. Israël Beitenou proposait une loi qui légaliserait l'ouverture de tous les commerces et les transports pendant Shabbat. C'est pas du tout évident pour Yamina. Et puis, il faudra donc que ce gouvernement, dans sa formation ou dans sa discussion mise sur pied, évite tout projet de grande réforme sur tout ce qui touche justement à cet aspect sociétaire de l'opposition entre laïcs et religieux. Enfin, avant-dernier obstacle, il faut que les partenaires soient vigilants sur la gestion du coronavirus, qu'on a tendance à oublier parce qu'on a l'impression qu'il est derrière nous. Alors, Bennett ne veut plus maintenant, évidemment, du ministère de la Santé, qu'il avait tant réclamé à Netanyahou, puisqu'il va devenir Premier ministre. Ce ministère, d'ailleurs, va sans doute passer soit au travaillistes, soit à Israël Beitenou, soit au parti de Gideon Sa'ar. Mais Bennett doit absolument garder la main mise sur le contrôle de ce coronavirus, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un retour de bâton qui lui coûterait très cher. Enfin, dernier obstacle, il faudra que le gouvernement s'explique au niveau de la communauté internationale, puisque, comme vous le savez, dans les médias internationaux et sur la scène diplomatique, on a décrié la venue probable de Bennett à la rue Balfour, donc à la tête du gouvernement, comme étant un Premier ministre encore plus à droite que Bibi. Et donc, c'est vrai qu'avec l'appui aux affaires étrangères, ce sera un bon porte-voix dans cette perspective, mais il faudra qu'Israël s'explique sur le fait que ce gouvernement qui est en formation représente l'ensemble du consensus israélien, le Likoud mis à part. Voilà, donc de nombreux obstacles. Est-ce que tout de même, après l'énumération de tous ces obstacles, vous êtes, on va dire, confiant? Est-ce qu'il y a une possibilité quand même de voir une coalition avec Yair Lapid et Naftali Bennett? Mais écoutez, chaque jour qui passe, en tant qu'observateur de la scène politique israélienne depuis pas mal d'années, on a affaire à une situation sans précédent, et je pense que chaque jour qui passe renforce cette hypothèse, parce que les partenaires potentiels sont bien persuadés que c'est une occasion à saisir, qui ne se représentera pas pour, selon eux, puisque c'est le camp anti-Netanyahou, pour mettre un terme, si vous voulez, si ce n'est à la carrière, tout du moins à l'exercice du pouvoir du Premier ministre Netanyahou. Et donc cet intérêt commun, comme l'a dit Lieberman d'ailleurs hier, va faire en sorte que chaque parti devra faire des concessions, mais aussi recevoir un certain nombre de gratifications. Et donc c'est dans cette espèce de dialectique que devrait se résoudre dans les jours qui viennent, devrait se résoudre la formation et la mise en place de ce gouvernement. Alors Richard, on a vu donc les efforts pour former cette coalition, mais ces efforts viennent après un mois politique aussi chargé, un mois politique pendant lequel Binyamin Netanyahou a essayé lui aussi de former une coalition sans y arriver. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce dernier mois politique? Il y en a plusieurs, puisque depuis le 7 avril, quand il a publié les résultats des élections jusqu'au 5 mai, il y a eu tout d'abord l'évidence que la magie politique, entre guillemets, la magie politique de Netanyahou n'est plus ce qu'elle était. Il était devenu incontournable depuis 12 ans et il avait donc développé à chaque fois des solutions magiques de dernière minute pour rester au pouvoir. Il a bien essayé de le faire d'ailleurs pendant cette période avec deux expédients. Le premier, c'était de proposer une élection directe au suffrage universel et ça n'a pas marché pour soi-disant sortir de l'impasse et se faire élire. Et puis, le deuxième expédient, c'était d'attaquer Bennett à boulet rouge
tout en lui proposant à la dernière minute une espèce de rotation pas très claire, qu'il a d'ailleurs envisagé de proposer à Guidon Sarr au départ. Et donc, en fait, la conclusion de cette perte, je dirais, d'ascendant de Netanyahou, en tout cas sur la classe politique, c'est que aussi au niveau de l'opinion, il y a une perte de sa crédibilité et de la validité de ses promesses, car de nombreux Israéliens, y compris de droite et aussi du Likoud, ne croient plus à ce qu'il dit. Alors la deuxième leçon, c'est que pendant cette période, et c'est ce qu'a essayé de faire Netanyahou, il a été difficile, et c'est difficile d'une manière générale, de trouver des déserteurs dans les partis adverses, ceux qui feraient défection pour rejoindre une coalition. On se souvient qu'en 1994, le fameux effet Goldfarb du parti de Sommet de droite, qui avait rejoint la coalition Rabin pour promouvoir l'accord d'Oslo en recevant un poste de vice-ministre. On avait appelé ça l'effet Mitsubishi, puisqu'il avait reçu en tant que vice-ministre une voiture de fonction avec un chauffeur. Or, ça n'a pas du tout marché pour aider le Likoud et à trouver au moins dans deux partis, dans le parti national, le parti sioniste religieux, ça n'a pas marché, et puis ça n'a non plus pas marché, comme ce fut le cas il y a quelques mois, au troisième scrutin, avec Orly Lévy, à Bécassis, qui était allié de Meretz et des travaillistes et qui s'est retrouvé à franchir le Rubicon en sens inverse pour rejoindre le Likoud. Et Bibi a échoué en tout cas à deux niveaux, au niveau de Yifat Chacha Bitton et de Sharon Haskel, la Nouvelle Espoir. Il n'a pas pu trouver d'effecteurs. Troisième leçon intéressante, on en a parlé déjà, mais je crois que c'est notable maintenant, c'est que les Arabes sont devenus des parlementaires politiques, des partenaires politiques indispensables et incontournables. Ça, c'est dû, on l'a déjà expliqué, à la fin de la bipolarisation des deux grands partis droite-gauche, l'émiettement des blocs et au maintien et même au renforcement du rôle des petits partis sectoriels qui sont d'abord religieux ou ethniques. Et donc, ce ne sont plus, et c'est un grand tridou, c'est une grande nouveauté, ce ne sont plus seulement les partis juifs qui sont légitimes sur la scène politique israélienne aujourd'hui. C'était le principe antérieur de Benjamin Netanyahou qui expliquait qu'aucun parti non juif ne peut participer à des décisions d'un gouvernement. Or aujourd'hui, Bibi lui-même a franchi le Rubicon en essayant de former un gouvernement sans y parvenir, d'ailleurs avec le soutien extérieur de Ram, de Mansour Abbas, et donc de fait, de facto, Bibi a lui-même légitimé Ram, en tout cas ce parti politique arabe, comme partenaire potentiel dans sa coalition de droite qu'il n'a jamais pu former. On se souvient d'ailleurs que cette espèce de lâchage idéologique, ou du moins de principe, ce fut celui aussi de Begin et de Sharon au moment du retrait du Sinaï, après l'accord entre l'Égypte et Israël, et aussi le retrait de Gaza par Sharon en 95, et aussi on ne rappelle pas assez souvent le fait que Bibi a lui-même renoncé à la souveraineté, à l'expansion de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie et en vallée du Jourdain, afin d'accepter le plan de Trump et la paix avec un certain nombre de pays du Golfe. Alors, ça, si vous voulez, c'est intéressant parce que comment dirais-je, ce largage idéologique que les Israéliens ont vu se dérouler sous leurs yeux confirme le vieux slogan du Likoud qu'on a entendu à chaque campagne: seul le Likoud peut le faire, Rak à Likoud Yachol. Ben oui, seul le Likoud a pu se décrocher de ses principes. Enfin, deux autres. Pour terminer, rapidement. Alors d'abord, il faut dire, quatrième constatation, c'est que les idéologies ne sont pas complètement surannées, puisque le seul parti a tenu bon par rapport à cette défection idéologique, c'est le parti de sionistes religieux de Bezalel Smotrich, qui va peut-être se retrouver pendant plusieurs années dans l'opposition, mais qui a tenu bon sur les principes. Et puis, chose aussi qu'on avait notée, mais qui est très notable, c'est qu'aujourd'hui, on peut devenir Premier ministre en Israël avec 6 ou 7 députés à la Knesset, puisque le parti Yamina, dont on présume que le leader Bennett va se retrouver comme Premier ministre, peut-être, dans les jours qui viennent, en fait, si on prend le fait qu'il n'a que 6 sièges à la Knesset, puisqu'il y a la défection de la semaine dernière d'un de ses députés, c'est 5% des sièges de la Knesset. On peut être Premier ministre en Israël avec 5%, et c'est quand même un fait notable qui illustre, encore une fois, les impasses du système politique israélien. Alors, en 2 minutes, Richard, on va terminer avec cette question. Est-ce que nous sommes à la fin de la carrière politique de Benjamin Netanyahou, d'après vous ?
Eh ben apparemment, disons depuis 33 ans qu'il est rentré en politique, il l'a fait lors d'une déclaration à l'émission Moked en 1998 en disant qu'il allait briguer la direction du Likoud contre tous les barons de l'époque, Sharon, Shamir et autres. Et donc depuis cette date historique, 33 ans, en fait, on a l'impression qu'il est en position précaire. Il est effectivement affaibli au plan de la formation d'un prochain gouvernement, mais il exerce, Netanyahou, toujours son contrôle sur le Likoud, donc auprès des milliers de membres du comité central et qui ne lui demande aucun compte sur ses zigzags, ses décisions politiques ou ses switches idéologiques. Alors, ce qui explique que des gens qui pourraient prendre la suite du Likoud, la direction du Likoud, comme Israël Katz ou Nir Barkat, eh ben, hésitent à le faire parce qu'ils risquent de se retrouver tous les deux dehors, comme l'a été Nir Barkat. Alors, la deuxième et la dernière chose, si vous voulez, qu'on peut dire, c'est que en tant que chef de l'opposition, il semble que Netanyahou, si toutefois son procès ne le met pas hors jeu, a une brillante carrière politique devant lui, malgré tout. Et puis, il faut se rappeler, il est donc plus probable que, comme son propre père et le père de Binyamin Netanyahou a vécu jusqu'à 102 ans, il est très probable que Netanyahou reste sur la scène politique, sauf si évidemment le verdict de son procès l'en empêchait, de nombreuses années, voire encore 1 ou 2 décennies. Et donc, il est trop tôt pour vendre la peau de l'ours. Très bien. Merci beaucoup, Richard. Nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour faire un nouveau tour d'horizon de cette actualité politique extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt et bonne journée.